Bonjour, je suis le docteur Lina Laurent. Avec plus de 17 ans d'expérience en tant que médecin, j'ai soigné des milliers de patients et, croyez-moi, j'ai vu à peu près tout. J'ai célébré des guérisons qui semblaient impossibles et j'ai accompagné des familles dans leurs moments les plus difficiles. Toutes ces années en première ligne de la santé m'ont appris une chose que l'on dit rarement à voix haute. Parfois, la médecine la plus sage consiste à savoir quand il ne faut tout simplement rien faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, une idée qui va à contre-courant de ce que beaucoup pensent et qui, sans aucun doute, vous surprendra. Je vais vous révéler les 5 examens médicaux de routine que, personnellement, après 70 ans, je ne me ferai jamais. Et je ne le dis pas par caprice ou négligence, mais avec le poids de 3 décennies d'évidence, en observant les conséquences d'une médecine qui, dans son obsession de tout détecter, finit souvent par causer plus de tort que de bien. Ces examens, présentés comme le summum de la prévention, peuvent nous plonger dans une spirale d'anxiété, de procédures invasives et de complications qui nous privent précisément de ce que nous chérissons le plus à l'âge d'or, l'indépendance et la qualité de vie. Alors, si vous avez plus de 70 ans, ou si vos parents ou grands-parents sont dans cette tranche d'âge, restez avec moi. Je ne vais pas seulement vous dire quels examens éviter, mais aussi vous expliquer pourquoi, avec des histoires réelles de mes patients et des données scientifiques qui ne laissent aucune place au doute. Et surtout, je vous donnerai des alternatives, des stratégies plus sûres, plus intelligentes et souvent plus simples pour prendre soin de votre santé, pour vivre plus longtemps et surtout, pour vivre mieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur des médecins, mais d'être un patient informé qui prend les rênes de sa santé. Commençons. 1. Le scanner corporel complet. Une usine à anxiété. Le premier examen sur ma liste est probablement le plus tentant. Le scanner corporel complet. On le voit annoncé dans les cliniques privées, promettant un bilan de la tête aux pieds avec les dernières technologies en IRM ou en tomodensitométrie. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Une photo complète de votre intérieur pour détecter n'importe quel problème avant qu'il ne se manifeste. C'est la promesse d'un contrôle total. Mais la réalité, mes amis, est bien différente et souvent dangereuse. Je vais vous raconter l'histoire de Roberto, un patient de 74 ans, plein de vie. Il jouait au golf, voyageait avec sa femme et profitait de ses petits-enfants. Il était en bonne santé, sans le moindre symptôme. Un jour, son fils, avec les meilleures intentions du monde, lui a offert pour son anniversaire un bilan de santé exécutif, incluant l'un de ses scanners. Roberto y est allé davantage pour faire plaisir à son fils que par nécessité. Et c'est là que ses problèmes ont commencé. Le rapport du scanner est arrivé avec une note glaçante. On observe une petite lésion indéterminée de 1,5 cm dans le rein gauche. Deux mots qui sont une véritable bombe d'anxiété. Du jour au lendemain, Roberto est passé du statut d'homme en bonne santé à celui de patient, avec une lésion au rein. Son médecin, suivant le protocole, l'a envoyé chez l'urologue. L'urologue, pour se rassurer, a recommandé une biopsie. Une biopsie du rein n'est pas une mince affaire. Elle implique l'insertion d'une longue aiguille dans le dos jusqu'au rein, avec des risques de saignement, d'infection et de douleur. Roberto, courageux, a accepté. Les résultats ont mis une semaine à arriver. Une semaine qu'il a passée, lui et sa famille, dans un état de panique. Le verdict final. Un angiomyolipome, une tumeur bénigne, totalement inoffensive, composée de graisse, de muscles et de vaisseaux, qui ne lui aurait jamais causé le moindre problème. Roberto n'a rien gagné. Au contraire, il a perdu sa tranquillité d'esprit, a subi une procédure invasive et risquée, et a provoqué une angoisse immense chez sa famille. Son cas n'est pas une exception, c'est malheureusement ce qui arrive souvent. Et voici la donnée scientifique qui change tout. Les études montrent que jusqu'à 86% des personnes âgées en bonne santé qui subissent un scanner corporel complet présentent une anomalie. La grande majorité de ces quelque chose, comme celui de Roberto, sont ce que nous appelons des incidentalomes, des découvertes fortuites, bénignes et sans importance, comme des taches sur le foie, des kystes sur les reins ou des nodules dans les poumons, des cicatrices du temps qui sont là depuis des années et qui ne deviendront jamais un problème. Le vrai problème, c'est que, une fois qu'on a trouvé quelque chose, on active ce que nous appelons la cascade d'intervention. La découverte crée de l'anxiété. L'anxiété mène à plus d'examens. Les examens peuvent être invasifs et comporter leurs propres risques. Et tout peut se terminer par des traitements ou des chirurgies totalement inutiles. Cette boule de neige commence par un examen qui n'aurait jamais dû être fait.
De plus, si le scanner est un tomodensitomètre, TDM, nous parlons d'une dose considérable de radiation, équivalente à des centaines de radiographies thoraciques. La radiation s'accumule, et bien que le risque d'un seul scanner soit faible, il n'est pas nul. Pourquoi prendre ce risque sans un bénéfice clair? Alternative intelligente. L'évaluation gériatrique globale. Ce n'est pas un simple bilan, mais une conversation approfondie avec un médecin qui comprend comment nous vieillissons. Au lieu de chasser des fantômes, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment pour la qualité de vie. La fonction. Dans cette évaluation, la première chose que nous faisons est un bilan de fragilité, en mesurant des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de préhension. Ces marqueurs prédisent bien mieux la santé future que n'importe quelle image. Si nous détectons une fragilité naissante, nous pouvons agir avec de l'exercice et une meilleure nutrition pour l'inverser. Ensuite, et c'est crucial, nous passons en revue les médicaments. Il est incroyablement courant de voir des personnes âgées prendre 10 médicaments ou plus, prescrits par différents spécialistes. Souvent, des symptômes comme des étourdissements ou de la confusion ne sont pas une nouvelle maladie, mais un effet secondaire de l'un de ces médicaments. Simplifier cette liste peut faire des miracles. Enfin, nous évaluons les habitudes de vie. Alimentation, sommeil, activité physique et liens sociaux. Ce sont les vrais piliers de la prévention. Une alimentation anti-inflammatoire et une activité physique régulière préviennent bien plus de maladies que n'importe quel scanner. Cette évaluation ne crée pas d'anxiété. Elle vous donne du pouvoir. Elle ne cherche pas des problèmes théoriques. Elle optimise votre santé réelle. Alors, la prochaine fois que vous verrez une publicité promettant une carte de votre santé, souvenez-vous de Roberto et choisissez la sagesse d'une évaluation centrée sur la personne et non sur l'image. 2. L'IRM cérébral pour des oublis légers, une boîte de Pandore. Le deuxième examen que j'évite comme la peste est l'IRM cérébral de routine pour des oublis légers. C'est mon pain quotidien en consultation. Un patient de 75 ou 80 ans, souvent amené par ses enfants parce qu'il oublie des noms d'acteurs ou ne se souvient plus pourquoi il est y monté à l'étage. Les distractions classiques de l'âge, mais sans perte de mémoire, désorientation ou problème pour gérer son argent. Pourtant, la peur de la maladie d'Alzheimer est si grande que la famille exige une IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je veux que vous compreniez ceci. Demander une IRM dans cette situation est presque toujours une très mauvaise idée. C'est ouvrir une boîte de Pandore dont ne sort que de l'anxiété. Je vous présente Martha, 78 ans, une femme brillante, lectrice passionnée, qui a commencé à remarquer qu'elle avait parfois du mal à trouver le mot juste. Sa fille, très inquiète, l'a convaincue de faire une IRM. Le jour où elles ont lu le rapport, le monde de Martha s'est écroulé. Le radiologue décrivait une atrophie corticale, diffuse légère liée à l'âge et des foyers dispersés de gliose dans la substance blanche. Pour un médecin, ce rapport est essentiellement la description d'un cerveau normal de 78 ans. L'atrophie est une légère réduction du volume cérébral, normal avec le temps. Les lésions de la substance blanche sont comme de petites cicatrices qui se forment souvent à cause d'une tension artérielle un peu élevée pendant des décennies. Ce sont des découvertes attendues, mais pour Martha et sa fille, cela a sonné comme un arrêt de mort. À partir de ce jour, Martha a changé. Elle a commencé à douter d'elle-même, a quitté son club de lecture par peur d'oublier un nom. L'IRM ne lui a pas donné un diagnostic, elle lui a volé sa confiance en son propre esprit. Et voici le choc. Dans des études sur des personnes de plus de 75 ans en parfaite santé, 94% des IRM cérébrales montrent des résultats anormaux. Si nous scannons 100 personnes en bonne santé de cet âge, 94 sortiront avec un rapport susceptible de semer la panique. Le problème, c'est que ces images ne correspondront pas à la fonction réelle de la personne. J'ai vu des patients avec des IRM qui ressemblaient à un champ de bataille et un esprit toujours vif, et vice-versa. L'image n'est pas la personne. Et ce qui est pire, le résultat de l'IRM ne change en rien le traitement pour des oublis légers. Il n'existe pas de pilule pour inverser l'atrophie liée à l'âge. Alternative sensée, l'outil le plus précieux est un simple test cognitif de 10 minutes en consultation, comme le mini-mental ou le MoCA. Nous demandons aux patients de se souvenir de 3 mots et de dessiner une horloge. C'est simple, rapide, et cela nous donne des informations fonctionnelles extrêmement précieuses. Si le test est normal, nous pouvons rassurer la famille, avec un haut degré de certitude.
S'il montre quelques difficultés, nous n'en restons pas là. Nous commençons ce que j'appelle la maison des faux coupables des problèmes de mémoire. Avant de penser à Alzheimer, nous éliminons une liste de causes courantes et surtout réversibles. Révision des médicaments, les somnifères, les anxiolytiques, certains antihistaminiques peuvent causer un brouillard mental. Analyse de sang, vitamine B12 et fonction thyroïdienne. Évaluation de l'humeur. La dépression chez les personnes âgées se manifeste souvent par de l'apathie et des troubles de mémoire. Et qualité du sommeil? L'apnée du sommeil, qui coupe l'oxygène au cerveau la nuit, est une cause très sous-estimée de problèmes cognitifs. Ce n'est qu'après avoir éliminé tout cela que, si les tests fonctionnels montrent un déclin progressif, une imagerie pourrait avoir un sens dans le cadre d'une étude complète. Le message est clair. Face à des oublis légers, ne courez pas vers la machine à IRM. Courez vers un médecin qui s'assoit pour parler avec vous, qui évalue votre fonction réelle et qui cherche des causes réversibles. 3. Le test d'effort cardiaque de routine. Un risque inutile. Le troisième examen sur ma liste noire est le test d'effort cardiaque de routine. Je parle de faire courir sur un tapis roulant une personne de plus de 70 ans, qui se sent bien, sans douleur thoracique ni essoufflement, simplement parce que c'est l'âge. Cette pratique, bien que très courante, est pleine de problèmes et peut être dangereuse. L'histoire de Javier l'illustre parfaitement. 72 ans, actif, jouant au tennis et marchant quotidiennement. Aucun symptôme cardiaque. Il devait se faire opérer d'une hernie, et le protocole de l'hôpital incluait un test d'effort pour tous les patients de plus de 70 ans. Javier ne comprenait pas. S'il pouvait jouer un match de 2 heures, pourquoi devrait-il courir sur un tapis? Mais le protocole est le protocole, n'est-ce pas? Pendant le test, Javier a commencé à ressentir une pression dans la poitrine. L'électrocardiogramme a montré des changements douteux. Le cardiologue a arrêté le test et, face à un résultat douteusement positif, a recommandé l'étape suivante, un cathétérisme cardiaque. Un cathétérisme est invasif. On introduit un tube dans une artère jusqu'au cœur pour visualiser les coronaires. Javier, qui était entré en marchant pour un simple test, se retrouvait maintenant sur un brancard pour une procédure cardiaque. Le résultat? Ses artères présentaient un peu de cholestérol, ce qui est normal pour son âge, avec des obstructions de 30 à 40 ne nécessitant ni stent ni intervention. Que s'est-il passé? Javier a eu un faux positif. Le test d'effort sur tapis a un taux très élevé de faux positifs chez les personnes âgées. Il peut donner un résultat anormal pour 1000 raisons qui ne sont pas une obstruction dangereuse. Mais le mal était fait. On a collé à Javier l'étiquette de malade cardiaque. On lui a prescrit une poignée de pilules. Et pire encore, il a développé une peur de l'effort. Il a arrêté le tennis. Le test qui devait le protéger lui a volé sa qualité de vie. Sans compter que le test lui-même peut, dans de rares cas, provoquer une arythmie ou une crise cardiaque. Alternative logique. D'abord et avant tout, écoutez votre corps. Le meilleur test d'effort, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez monter 2 étages d'escalier ou marcher d'un bon pas sans douleur thoracique, vous passez déjà votre test d'effort tous les jours. Il est crucial d'apprendre à reconnaître les vrais signaux d'alarme. Douleur thoracique à l'effort, essoufflement disproportionné, étourdissement. Si l'un de ces symptômes apparaît, consultez. Là, un test est indiqué. Mais si vous voulez évaluer le risque futur, il existe un outil beaucoup plus moderne et sûr. Le score calcique coronaire. C'est une tomodensitométrie simple, à faible radiation et sans piqûre, qui dure 5 minutes. Elle mesure la quantité de calcium, cholestérol durci, dans les parois des artères. Le résultat est un nombre. Un 0 signifie un risque très faible d'infarctus dans les années à venir. Un nombre élevé nous indique qu'il faut prendre la prévention au sérieux. Le score calcique nous dit quel est notre risque, pas si une artère est obstruée. C'est un outil pour guider la prévention, pas pour déclencher des procédures invasives. Mon conseil, ne laissez pas les médecins vous faire monter sur un tapis roulant, au cas où. Faites confiance à votre corps et, si vous voulez affiner l'évaluation des risques, demandez un score calcique. 4. La coloscopie de routine après 75 ans. Quand le risque l'emporte sur le bénéfice. Nous arrivons au 4e examen, probablement le plus polémique, car la coloscopie est un outil fantastique, mais son utilité dépend de l'âge. L'examen que j'éviterai est la coloscopie de routine après 75 ou 80 ans, si mes examens précédents ont été normaux et que je n'ai pas de risque particulier. Soyons clairs,
Je ne suis pas contre la coloscopie. Je la recommande sans hésiter à partir de 45 ou 50 ans, car elle prévient le cancer du côlon en permettant d'enlever les polypes avant qu'ils ne deviennent moins malins. Le problème survient lorsque nous appliquons cette logique aux personnes très âgées. En médecine, il faut toujours peser le bénéfice contre le risque. Et chez un octogénaire, la balance penche vers le risque. Je vous raconte l'histoire d'Elena, 79 ans. Sa dernière coloscopie, à 70 ans, était normale. Le système informatique de son médecin lui a rappelé qu'il était temps d'en refaire une. Elena n'avait aucun symptôme, mais elle était obéissante. La préparation pour l'examen a été une torture. Des litres de laxatifs qui l'ont tenue aux toilettes toute la nuit, la laissant faible et déshydratée. Pour une personne de son âge, c'est déjà un risque. Ensuite, il y a la sédation, qui comporte plus de risques de confusion ou de problèmes respiratoires chez les personnes âgées. Mais le risque qui nous fait perdre le sommeil, nous les médecins, est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fine, et le risque de déchirure avec l'endoscope, bien que faible, 1 ou 2 sur 1000, double ou triple après 75 ans. Une perforation est une urgence qui nécessite une chirurgie majeure, souvent avec une colostomie, une poche. Pour une personne de 80 ans, une telle opération peut signifier la fin de son indépendance. Quel est le bénéfice? Prévenir un cancer qui, s'il apparaît, mettra 5 à 10 ans à poser problème. Les principales directives médicales recommandent déjà d'arrêter le dépistage de routine entre 75 et 85 ans. La logique est simple. Il est plus probable que la coloscopie vous fasse du mal que de vous sauver d'un futur cancer si votre espérance de vie est inférieure à 10 ans. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout le monde. S'il y a des antécédents familiaux, des polypes précédents, etc., la décision est différente. Mais pour la personne moyenne, continuer à en faire par routine est un risque inutile. Alternative intelligente. Oublions-nous du côlon? Pas du tout. Nous passons du dépistage invasif à la surveillance intelligente. D'abord, la surveillance des symptômes. C'est vital. Il faut consulter immédiatement si un changement persistant du transit intestinal, du sang dans les selles, une douleur abdominale, une perte de poids inexpliquée ou une nouvelle anémie apparaissent. Face à ces symptômes, l'âge n'a pas d'importance et la coloscopie est justifiée. Ensuite, et c'est le plus puissant, la prévention active par l'alimentation. Le secret d'un côlon en bonne santé est la fibre. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. La fibre nourrit nos bonnes bactéries, qui produisent des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses. Manger plus de lentilles, de brocolis, d'avoine ou de pommes est une intervention bien plus sûre et bénéfique pour tout le corps. Mon message est clair. Faites les coloscopies appropriées au bon moment. Jusqu'à 75 ans, c'est vital. Après, pour la plupart des gens, il est temps de se concentrer sur la surveillance des symptômes et sur le pouvoir de ce que nous mettons dans notre assiette. 5. Le dosage du PSA chez les hommes âgés, le roi du surdiagnostic. Et nous arrivons au 5e et dernier examen, destiné aux hommes, et c'est l'un des sujets les plus débattus. Le dosage sanguin de l'antigène spécifique de la prostate, PSA, pour détecter le cancer de la prostate, surtout chez les hommes de plus de 75 ans. Le PSA a été présenté comme la grande promesse pour détecter le cancer de la prostate à temps. Le problème, c'est que la biologie de ce cancer, en particulier chez les hommes âgés, est très capricieuse, et l'utilisation indiscriminée du PSA a créé une épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Je vous explique avec l'histoire de Carlos, 80 ans, veuf, indépendant et actif. Lors de son bilan annuel, on lui a demandé un dosage du PSA par routine. Le résultat, 6,5, un peu élevé. Carlos se sentait parfaitement bien, mais ce chiffre a déclenché une cascade d'examens. Du médecin généraliste à l'urologue, puis de l'urologue à la biopsie de la prostate. Une biopsie de la prostate est désagréable et comporte des risques, notamment d'infections graves ou de sepsis. Carlos a eu de la malchance. Il a fini à l'hôpital avec une sepsis. Il s'en est remis, mais ensuite est arrivé le résultat de la biopsie. Adénocarcinome de la prostate, score de Gleason 6. On lui avait trouvé un cancer. Mais quel type de cancer? Un Gleason 6 est le type de cancer de la prostate le plus lent qui soit. Il est si indolent que beaucoup doutent qu'ils doivent même être appelés cancer. La probabilité qu'un homme de 80 ans meure d'un Gleason 6 est presque nulle.
il est certain qu'il mourra avec, mais pas à cause de lui. En fait, les autopsies montrent que jusqu'à 80% des hommes de 80 ans ont des foyers de cancer dans la prostate sans que cela ne les affecte le moins du monde. Mais on a dit à Carlos qu'il avait un cancer. Et face à ce mot, les gens veulent croire qu'on le leur enlève. Bien qu'on lui ait proposé une surveillance active, contrôlée sans traiter, l'anxiété l'a emporté et il a choisi la radiothérapie. Le traitement a été un succès, mais le prix a été énorme. La radiation lui a causé une incontinence urinaire permanente et une dysfonction érectile. Sa vie sociale s'est effondrée. Nous avons guéri un cancer qui ne l'aurait jamais tué. Mais dans le processus, nous avons détruit sa qualité de vie. Le PSA peut augmenter pour 1000 raisons. Une inflammation, une infection, ou même faire du vélo. Pour chaque homme sauvé grâce au PSA, on estime que 50 autres sont diagnostiqués et traités inutilement avec des séquelles permanentes. Alternative intelligente. Faut-il jeter le PSA à la poubelle? Non. Nous faisons quelque chose de bien plus intelligent. Nous remplaçons le dépistage automatique par une décision partagée et informée. Le médecin doit avoir une conversation honnête avec son patient, en expliquant les pour et les contre avec des chiffres clairs. Ensuite, le patient décide ce qui est le plus important pour lui. La possibilité lointaine de prolonger un peu sa vie au risque bien réel de ruiner sa qualité de vie. Pour ceux qui sont diagnostiqués avec un cancer à faible risque, l'alternative au traitement est la surveillance active. Ce n'est pas ne rien faire. C'est un suivi strict pour s'assurer que la tumeur ne devient pas agressive. Et bien sûr, se concentrer sur les symptômes réels. Difficulté à uriner, sang, douleur osseuse. Cela nécessite une investigation à tout âge. Et c'est tout. Conclusion. Pour une médecine plus sage et plus humaine. Les voici, les 5 examens que, sur la base de mon expérience, je ne me ferai jamais après 70 ans. Le scanner corporel complet, une usine à anxiété, l'IRM cérébral pour des oublis légers qui vous étiquette comme anormal sans raison, le test d'effort de routine qui comporte plus de risques que de bénéfices, la coloscopie de dépistage après 75 ans où la balance penche vers le danger, et le dosage du PSA de routine chez les hommes âgés, le roi du surdiagnostic. Voyez-vous le fil conducteur? C'est un appel à une médecine plus sage, plus personnalisée et plus humaine. Une médecine qui comprend que, surtout à un âge avancé, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec qualité, indépendance et joie. La vraie prévention n'est pas une batterie d'examens à la recherche de fantômes, mais une alliance avec votre médecin, une évaluation centrée sur votre fonction et un engagement quotidien envers un mode de vie sain. Mon objectif n'est pas que vous ayez peur de la médecine, bien au contraire. C'est que vous deveniez les acteurs de votre santé, que vous posiez des questions, que vous compreniez le pourquoi de chaque examen, que vous osiez dire «Docteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de cela à mon âge et dans ma situation?» La santé, ce n'est pas un rapport sans anomalie. La santé, c'est pouvoir jouer avec ses petits-enfants, profiter d'une promenade, garder l'esprit vif et le cœur léger. Et parfois, la décision la plus courageuse et la plus saine que nous puissions prendre est de dire non à un examen inutile. Si ce message vous a semblé utile, s'il peut aider quelqu'un que vous aimez, je vous demande de le partager. Et pour ne manquer aucun conseil basé sur l'expérience pour une vie longue et épanouie, abonnez-vous et activez la cloche. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà ressenti une pression pour subir un examen qui ne vous semblait pas nécessaire? Je lirai tous vos commentaires. Merci de m'avoir accompagné. Prenez bien soin de vous et surtout, prenez soin de vous avec sagesse.